18h, dans la cuisine, le couperet est tombé. Je dois livrer un repas pour 50 personnes dans 3 jours. Faut que je recrute un apprenti dans un temps record. Chaque minute compte. Tic-tac, tic-tac. Mais non, et alors ? En rien de spécial, j'ai appelé mon compte de paiement Blanc et ils m'ont conseillé sur la rédaction du contrat de travail. Avec le compte Pro Blanc, vivez votre aventure d'indépendant sans les péripéties administratives. Profitez de conseils adaptés à toute heure de la journée et bien plus encore. Blanc, il est temps de miser sur vous. Blanc est un agent de quali établissement de monnaie électronique agréé auprès de la CPR. Conditions et tarifs sur www.blanc.app. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Monsieur Brown au 10 Rillington Place, dans une vieille maison, dernière d'une rangée grise, dans une impasse sale du quartier ouest de Londres, un seau plein de lessive d'une main, la serpillière de l'autre, a entrepris de nettoyer la cuisine. Il est nouveau locataire de cet appartement du rez-de-chaussée et sa femme n'a pas voulu se charger de cette besogne car elle ne supporte pas l'odeur due sans doute aux années de crasse accumulées dans les coins et les recoins du lino et du papier peint. Tiens, ça sonne le creux. Tiens, dommage de perdre cette place. On pourrait peut-être utiliser ce creux pour en faire un placard. Monsieur Brown déchire le vieux papier, arrache une planche branlante et se trouve devant un cadavre roulé dans une couverture. Que feriez-vous à sa place? D'abord, vous sentiriez vos cheveux se dresser sur votre tête. Eh bien, c'est bien ce qui lui arrive. Vous laisseriez tomber le seau de lessive et la serpillière. C'est bien ce qu'il fait. Vous iriez prévenir la police. Il y court. Quelques instants plus tard, l'inspecteur Griffin, de Scotland Yard, arrive. Et sans doute moins impressionné, en tout cas plus curieux que M. Brown. Il farfouille plus profondément dans le placard et découvre, roulés dans des couvertures, 2 autres cadavres. Pendant qu'ils y sont, les policiers arrachent le lino du sol, car le parquet leur a semblé instable, et pour cause, les lames sont déclouées. Ils les soulèvent et se trouvent nez à nez, si j'ose ainsi m'exprimer, avec un 4e cadavre. Oh, c'est assez pour aujourd'hui, hein. Bon, en effet, les policiers ont fait du beau travail, puisqu'ils viennent d'ouvrir l'un des plus extraordinaires dossiers de la police, celui de la fantastique affaire Christie Evans, qui allait déterminer les Anglais à abolir la peine de mort. Il est probable d'ailleurs que si une affaire semblable s'était déroulée en France, nous aurions pris la même décision que les Anglais. Mais ce sera à vous d'en juger lorsque vous aurez entendu l'histoire dont Jacques-Antoine a réuni les éléments. Donc, le 25 mars 1953, on découvre 4 cadavres cachés dans la cuisine de l'appartement du rez-de-chaussée 10 Rillington Place. C'est déjà pas mal pour une première journée de travail. Et les policiers font le point. Les 4 femmes, au fait j'ai omis ce détail, il s'agit de corps de femmes, ne sont habillées que de leurs sous-vêtements. Elles ont toutes été roulées dans une couverture, toutes les 4 étranglées, les 3 du placard avec une cordelette et celle qu'on a trouvée sous le parquet avec un bât. Les 3 premières auraient été tuées il y a quelques semaines et la 4e il y a quelques mois. Étant donné leur état, l'identification ne pourra se faire qu'en comparant les empreintes digitales avec celles de toutes les femmes portées disparues cette dernière année. Évidemment, on recherche l'ancien locataire, cet homme qui s'appelle Christie, est parti la semaine dernière avec une valise et son chien en déclarant qu'il allait rejoindre sa femme, partie depuis Noël, s'installer à Birmingham chez sa sœur. Il avait l'intention de chercher du travail dans cette ville. Christie n'est pas totalement inconnu de la police, car il a fait l'objet de plusieurs condamnations, vols, faux et même coups et blessures. Il a frappé une femme avec un bâton de cricket, ce qui ne l'a pas empêché d'entrer dans la police pendant la guerre. Dernièrement, il était employé dans une maison de transport routier, mais il s'occupait également de photographie. On le voyait dans les banquets et les réunions de famille avec son appareil. Mais ce n'est pas tout. Le 10, Rillington Place, est un endroit déjà célèbre. Dans le quartier, on l'appelle
la maison du crime. En effet, 4 ans plus tôt, on y avait arrêté Timothy Evans, soupçonné d'avoir assassiné sa femme et son bébé de 14 mois. Et tenez-vous bien, Christie fut le principal témoin à charge dans le procès de Timothy Evans, qui fut bel et bien pendu en janvier 1950. Inutile de vous dire que l'inspecteur Griffin se prend la tête à 2 mains. Il doit se demander pourquoi on lui fait ça à lui. Ça aurait pu tout aussi bien tomber sur un autre inspecteur. Il a fallu que ce soit lui. Pour commencer, 2 mesures s'imposent. Rechercher Christie et à tout hasard, continuer à chercher des fois qu'il y ait d'autres cadavres. Ah, je sais ce que vous pensez, il exagère. Bien, je n'exagère pas. Je ne fais que raconter les faits. Les policiers sondent les murs et descendent dans le jardin, la pelle et la pioche à la main. 26 mars 1953, Scotland Yard diffuse le signalement de Christie, près de 2 mètres, mince et élégant, cheveux noirs avec début de calvitie, lunettes en écaille. La dernière fois qu'il a été aperçu, il était vêtu d'un complet bleu marine en tweed, d'un imperméable à ceinture, d'un feutre nègre et de chaussures jaunes. Le cadavre trouvé sous le plancher serait celui de sa femme, Ethel Christie. Dans le jardin, les fouilles continuent. 27 mars 1953, John Christie introuvable. Pourtant, la presse a diffusé la photographie de ce quinquagénaire poli tiré à 4 épingles, que ses voisins considéraient comme un homme tranquille, souvent sans travail, mais ne paraissant jamais à court d'argent. Explication, Christie et sa femme auraient pratiqué des avortements. Dans ce cas, les cadavres pourraient peut-être être ceux de clientes gravement accidentées à la suite de l'opération. Mais cela n'expliquerait pas la mort de sa femme, Ethel Christie, qui remonte à environ 4 mois. Les 3 autres femmes seraient mortes depuis cette date, chacune à 1 mois d'intervalle. 28 mars 1953, Christie toujours introuvable. On a identifié les 4 premiers cadavres. L'un est bien celui de la femme de Christie, Ethel Christie, âgée de 45 ans. Les autres se connaissaient. Toutes les 3 sont venues poser pour des photos de nus. Mais c'est peut-être le prétexte dont elles se sont servies pour cacher leur avortement. Ce n'est pas tout. Scotland Yard vient de découvrir un squelette et un crâne calciné enfermés dans une boîte à ordures et enterrés dans le jardin. Il s'agit d'une femme d'environ 30 ans et dont la mort remonte à environ 4 ans. Puis, à 3 mètres de profondeur, on déterre de nouveaux ossements dont un fémur, un tibia presque entier ainsi que des lambeaux de vêtements féminins. Il semblerait donc qu'il y ait eu 2 séries de meurtres dont les derniers seraient de plus en plus rapprochés. Cela semble indiquer un désir sadique de tuer qui devient plus fréquent et incontrôlable. Scotland Yard donne l'ordre de faire évacuer tous les locataires de l'immeuble et de le démanteler planche par planche, brique par brique. Christie, toujours introuvable. Mais l'horreur provoquée par la découverte des 6 cadavres crée un sentiment d'inquiétude. Scotland Yard, sortant de sa réserve habituelle, demande à la presse de publier des avis de recherche concernant Christie, qui risque de tuer encore avant la fin du mois. Au 10, Wellington Place, les fouilles continuent. 1er avril 1953, 6 heures du matin, un journalier qui connaît Christie de vue se précipite au commissariat de police de Notting Hill. Il déclare l'avoir vue à l'arrière d'une camionnette. Lorsque la police arrive, la camionnette est vide. 2 heures plus tard, un homme, hagard et barbu, est accoudé au parapet du quai de la Tamise près du pont de Putney. Par cette matinée printanière, il regarde avec mélancolie des dockers décharger une péniche. Constable Thomas Ledgert, 43 ans, 2,06 m de haut, accomplit sa ronde habituelle. Il aperçoit l'homme, à tout hasard, il sort la photo de Christie et croit le reconnaître. Il est 9h10. Le constable s'approche de l'homme. « Êtes-vous John Christie ?» L'homme tourne vers lui un regard las et presque hébété. « Êtes-vous John Christie ?» L'homme bredouille des mots sans suite, incompréhensibles. La loi anglaise interdisant qu'on arrête un homme si l'on n'est pas muni d'un mandat nominal, le constable demande « Acceptez-vous de m'accompagner au commissariat ?» Oui. 2 autres policemen ont rejoint Thomas Ledgert dans une voiture de service. L'un d'eux demande à Christie d'enlever son chapeau. Tous 3 constatent la calvitie partielle que précise le signalement. Arrivé au commissariat de Putney, John Christie demande un verre d'eau. Il est manifestement épuisé, traqué. Sans doute n'a-t-il rien mangé depuis plusieurs jours. Alors les policiers, avec des précautions de mère de famille, font infuser le thé. Et bientôt, dans le commissariat se répand une bonne odeur de bacon en train de frire. Tant et si bien que quelques instants plus tard, réconforté,
John Christie retrouve ses forces et jette autour de lui un œil martial. Déjà, il y a 300 personnes, surtout des femmes, qui se pressent devant le commissariat tandis que l'inspecteur-chef Griffin vient le chercher. Quelques heures plus tard, John Christie est inculpé du meurtre de sa femme, car en Angleterre, on ne peut être accusé que d'un meurtre à la fois. Je n'ai pas besoin de vous dire que l'inspecteur Griffin fait ouf, mais derrière lui, tout Scotland Yard fait ouf, et toute l'Angleterre fait ouf. Seulement, en même temps, toute l'Angleterre essaie de se cacher une terrible vérité. Cette vérité, qu'elle ne pourra se dissimuler longtemps cependant. Elle essaie de se la cacher toute la journée du 2 avril 1953. Ce jour-là, une première audience a lieu qui dure à peine 5 minutes devant le tribunal de première instance du district ouest de Londres. John Christie, qui semble retomber dans un état de dépression physique, est conduit à l'infirmerie de la prison de Brighton. Il ne nie ni n'avoue rien. Il ne prononce pas un seul mot. Les spécialistes, pendant ce temps, reconstituent avec du fil de fer des squelettes en partant des ossements trouvés dans le jardin. Ils ont recouvert ces squelettes de plâtre, et le plâtre d'un plastique qui simule la peau de façon à donner à l'ensemble une apparence humaine, et les mensurations sont communiquées à la police pour identification. À ce point de l'enquête, comme Christie s'obstine à nier toute participation au meurtre de ces 6 femmes, 3 questions se posent. Première question, Christie a-t-il tué ces femmes poussées par un désir sadique ou pour dissimuler la preuve de tentative d'avortement manquée? Deuxième question, est-elle Christie, sa femme, qui pratiquait avec lui des avortements, était-elle sa complice lors des 2 premiers assassinats, et dans ce cas, pourquoi l'a-t-il tuée? Mais surtout, il y a une 3e question, autrement plus importante, mais que l'on refuse encore de se poser ce 2 avril, comme on refusera le 3 avril, mais le 4 avril 1953, l'affaire éclate, il le fallait bien. En effet, le 4 avril, ce dont toute la presse anglaise parle, ce n'est pas de la découverte de nouveaux ossements dans le jardin. Ce n'est pas de la déclaration des inspecteurs qui s'attendent à en trouver également dans le jardin voisin, mais de l'affaire Evans. Car, je vous le rappelle, au 10 Rillington Place, il y a 4 ans, on a arrêté Timothy Evans, soupçonné d'avoir assassiné sa femme et son bébé de 14 mois. Christie fut le principal témoin à charge dans le procès de Timothy Evans, qui fut bel et bien pendu en janvier 1950. Et aujourd'hui, toute l'Angleterre horrifiée rouvre le dossier Evans, atterré à l'idée que celui-ci a peut-être été victime d'une monstrueuse erreur judiciaire. Voyons les faits. 1er décembre 1949, Evans se rend au poste de police. « J'ai tué ma femme, déclare-t-il, elle était querelleuse. Elle ne m'accordait aucun répit. Je l'ai jetée dans la fosse septique de ma maison. Si vous vous rendez au 10 Rillington Place, vous trouverez la fosse dans le jardin. » Ce jardin, d'ailleurs, où les squelettes des 2 victimes de Christie ont été retrouvés. Or, le corps de Mme Evans, mais aussi celui de sa fille empaqueté dans les papiers, y sont en effet découverts, 5 fois de suite. Evans confirmera qu'il est le meurtrier de son épouse, mais lorsqu'il comparaît devant la cour criminelle de l'Old Bailey, cet homme, qui ne sait ni lire ni écrire, et qui paraît d'une intelligence limitée, raconte une histoire bien différente. « Beryl, ma femme, dit-il, attendait un bébé. Je ne voulais pas de cet enfant qui alourdissait nos charges. J'en ai parlé à mon voisin, John Christie. Je peux mettre fin à sa grossesse sans aucun danger pour elle, m'a dit Christie. Le 8 novembre, rentrant de mon travail, j'ai trouvé mon voisin dans l'escalier. Votre femme est morte pendant l'opération, me dit Christie. Bizarre histoire. La suite à l'époque parut tout aussi ténébreuse. Evans aida Christie à transporter le cadavre dans l'appartement au-dessous du sien qui était inoccupé. Par la suite, affirme Evans, il ne revit jamais le corps de sa femme. Son voisin, après avoir été reconnaissant de ne rien dire au sujet du drame qui venait de se produire, lui proposa de confier son bébé à des amis. 2 jours plus tard, le 10 novembre, en rentrant chez lui le soir, Evans apprit par Christie que ses amis étaient venus chercher le bébé et qu'il se trouvait en lieu sûr et bien soigné. Il n'apprit la mort de l'enfant que lorsque la police retrouva son petit cadavre avec celui de sa mère.
Evans affirme qu'il n'a avoué son crime au poste de police que pour protéger Christie, qui s'était mis dans une situation difficile afin de lui venir en aide. À l'époque, le récit fait par Evans paraît invraisemblable. On ne peut pas croire qu'il ne se soit pas inquiété de savoir ce qu'était devenu le corps de sa femme et qu'il n'ait pas demandé où son bébé avait été emmené. Christie est le témoin essentiel du procès Evans. Interrogé par l'avocat de la défense, Christie réfute toutes les accusations portées contre lui par Evans et les témoignages médicaux lui donnent raison. On ne constate en effet aucune tentative d'avortement sur le cadavre de Madame Evans, qui est morte étranglée avec une cordelette. Aujourd'hui, en se rappelant les faits, la police, les magistrats qui ont condamné Evans réalisent que ce qui paraissait invraisemblable au moment du procès devient tout à fait plausible maintenant que l'on connaît Christie. Celui-ci peut parfaitement avoir tué la femme d'Evans en expliquant son crime par un avortement raté. Il y a de quoi secouer un pays tout entier, et l'Angleterre tout entière est secouée. Je ne vous raconterai évidemment pas en détail la suite de l'enquête, nous verrons simplement 2 points. Premier point, Christie doit-il être considéré comme fou ou comme responsable, et dans ce cas être pendu? Deuxième point, en exécutant Evans, l'Angleterre a-t-elle pendu un innocent? Voyons le premier point. Je vous rappelle qu'en Angleterre, on ne peut être accusé que d'un meurtre à la fois. Christie est donc accusé du meurtre de sa femme parce que c'est le plus difficile à expliquer par une folie sadique. On peut en effet trouver bien des raisons pour qu'un homme tue sa femme. L'avocat de la défense veut donc prouver qu'il a tué beaucoup de femmes avant et après, et que le meurtre de sa femme est donc à placer dans un contexte de folie comme les autres. Aussi, bien qu'il ait nié pendant plusieurs semaines, Christie avoue maintenant le plus de meurtres possible. « Christie est fou, dit l'avocat au juré. Je plaide la non-responsabilité mentale de mon client. » Puis il fait valoir que Christie a été gazé pendant la guerre de 14, qu'il est resté aveugle pendant 6 mois et d'une santé précaire, qu'il a déjà été plusieurs fois condamné, et enfin, qu'il n'était pas sensible à l'odeur de cadavre qui pourtant faisait fuir tout le monde. Lorsque Christie marche lentement vers la barre des témoins pour la première fois, il lance un regard furtif vers les jurés et sort son mouchoir. Pour essuyer ses larmes, disent les uns, pour se moucher tout simplement, disent les autres. Il ne fait aucun doute que Christie est ému lorsqu'il commence le récit de sa terrifiante histoire. Et son avocat montre une habileté extraordinaire pour faire ressortir l'état mental de son client. « Christie, combien de femmes avez-vous tué? » « Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. »« Comment? Vous ne vous en souvenez plus ?» s'exclame l'avocat. « Parfois, je sens quelque chose. Je ne peux plus m'en défaire. » Puis, d'une voix basse et timide, clignant des yeux derrière ses lunettes, Christie, l'homme tranquille, le petit employé d'une entreprise de transport, révèle qu'il tua pour la première fois il y a 10 ans. La première des 7 victimes, ce fut la petite Autrichienne Margaret Friesel, dont on retrouva le squelette dans le jardin macabre. « J'ai rencontré Margaret, dit Christie, lorsque j'étais dans la police en 1943. Elle vint me rendre visite 2 fois. Que lui avez-vous fait durant la 2e visite? » Je l'ai étranglée. Je crois que c'était avec un bas. Deuxième victime, Miss Muriel Heredith de Putney, dont on découvre également le squelette dans le jardin. Christie précise qu'il la rencontra en 1944. Il asphyxia d'abord la malheureuse au gaz avant de l'étrangler. « Christie, demande l'avocat, entre 1944 et 1949, avez-vous tué d'autres femmes? » Peut-être, dit Christie, le regard fixé sur l'avocat. Je ne me rappelle plus. La 3e victime? C'est un coup de théâtre. Christie avoue que c'est Madame Evans. Mais si Christie admet qu'il a tué Madame Evans, il se défend d'avoir tué le bébé. Le 7 novembre, dit Christie, je sens une odeur de gaz dans la maison. Je monte chez Madame Evans et la découvre allongée par terre. Le robinet de gaz est ouvert. J'ouvre la fenêtre, je l'aide à se relever et lui donne un verre d'eau. Madame Evans me supplie de ne rien dire à personne. Je fais du thé et nous en buvons tous les deux. Le lendemain, Madame Evans vient me trouver. Elle me dit qu'elle est lasse de vivre, mais qu'elle n'a pas le courage de se tuer. Elle me demande de la tuer. Alors je l'ai étranglée.
je crois avec un bas pendant que ma femme faisait la cuisine à l'étage en dessous. Incroyable. 4e victime, Madame Christie, sa femme. Il était 8 heures du soir en décembre, dit Christie. Ma femme, qui était souffrante, me réveilla. Elle semblait convulsée. Je ne pouvais pas la voir souffrir ainsi. Je pris un bas et le serrai autour de son cou. Christie raconte aussi comment il a tué les 3 autres femmes, mais je vous ferai grâce de son récit. Sachez simplement que le motif réel de ces crimes ne fait aucun doute, car Christie avait des rapports sexuels avec ses victimes avant et après l'étranglement. Évidemment, il y a, comme dans tous les procès, même les plus macabres, quelques moments comiques. Par exemple, quand Christie explique qu'en faisant du jardinage, il déterrait souvent par mégarde un crâne ou un tibia. Quand Christie explique qu'il a placé le cadavre de sa femme sous le plancher pour ne pas en être séparé. Évidemment, de tout cela, il ressort que Christie est pour le moins anormal. Alors va-t-il être condamné à la pendaison ? La loi anglaise n'admet l'irresponsabilité que si l'accusé est inconscient d'enfreindre la loi au moment où il accomplit son crime. Là-dessus, comme les psychiatres ne sont pas d'accord, l'accusateur fait valoir que puisque Christie cachait les cadavres dès le crime accompli, c'est qu'il avait conscience de violer la loi, donc il est coupable. Et il obtient la condamnation de Christie pour le meurtre de sa femme. Le dossier de police de ces autres meurtres sera clos avec la mention « meurtrier présumé Christie ». Mais Christie sera-t-il pendu ? On peut dire que c'est à ce moment que l'affaire Christie Evans prend toute son ampleur, et c'est là que nous abordons le 2e point. Evans a-t-il été la victime d'une erreur judiciaire ? Rappelons que la loi anglaise, voulant qu'on ne soit accusé que d'un meurtre à la fois, Evans fut accusé et condamné pour le meurtre de sa petite-fille Géraldine. Pendant le procès de Christie, l'accusateur public, l'avocat, le président se sont efforcés de faire préciser à celui-ci que s'il avait tué Madame Evans, il n'avait pas tué la petite-fille. Donc, Evans était bien coupable, et les magistrats ont pu proclamer avec soulagement qu'aucun innocent n'avait été condamné par erreur. Mais l'opinion publique n'est pas convaincue du tout. Les travaillistes déposent un projet de loi contre la peine de mort. Christie refuse de faire appel. Christie doit être pendu le 15 juillet à 8 heures du matin. Le ministre de l'Intérieur travailliste estime n'avoir aucune raison de le gracier. Le député de la circonscription de Christie demande que la sentence soit remise. Tous les députés hostiles à la peine de mort essaient d'obtenir le sursis. Les socialistes aussi, de même que la mère d'Evans, qui espère un témoignage de Christie permettant de sauver l'honneur de son fils. Mais celui-ci est pendu le 15 juillet. Certains trouvent que le gouvernement fait preuve d'une hâte indécente, dans le but, non de trouver la vérité, mais de donner aux exécuteurs d'Evans justification de leur acte. 2 ans plus tard, M. Cutterhead, le ministre de l'Intérieur qui a fait exécuter Evans, monte à la tribune de la Chambre au cours d'un débat sur l'abolition de la peine de mort. Il reconnaît l'innocence d'Evans. Selon lui, l'application de la peine de mort eut pour résultat dans cette affaire, une première fois, l'exécution d'un innocent et une deuxième fois celle du témoin qui pouvait le disculper. C'est trop, et la peine de mort est abolie. 11 juin 1961, parution d'un livre qui, point par point, disculpe Evans et déclenche un grand mouvement en faveur de la réhabilitation. 19 octobre 1966, soit 16 ans après l'exécution d'Evans, l'affaire est close juridiquement et il est admis qu'Evans n'a pas tué sa petite-fille. La reine Élisabeth accorde le pardon. Mais comme, par contre, le rapport de la contre-enquête laisse entendre qu'il aurait probablement étranglé sa femme, on peut dire que ce fantastique dossier de la police se termine par une magistrale queue de poisson. Une seule chose est certaine, la peine de mort en Angleterre n'y a pas survécu, et à notre avis, les Anglais ont eu bien raison. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale,
Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Direction artistique, Xavier Joly. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.